Alors, l'hypothèse donc post-traditionnelle, je voudrais en dire un mot parce que ça me permet de faire un lien avec des choses qui ont été dites ce matin. La désacralisation, elle a été évoquée. La désacralisation, la dénaturalisation. La désacralisation et la dénaturalisation, ça veut dire que c'est des mouvements, disons, culturels de longue durée qui finissent par atteindre l'idée que nous nous faisons de la nature des êtres ou des choses ou de la sacralité des êtres et qui finissent par déboucher sur ce qu'on peut appeler la contingence. La contingence, c'est une notion que je distinguerai d'un côté de la nécessité, de l'autre du hasard. La contingence, c'est tout ce qui arrive, pas par nécessité et pas par hasard. C'est-à-dire que c'est tout ce qui aurait pu être autrement, mais qui a été de cette façon et pas d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a une histoire. Il y a une histoire, mais elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle, elle est humaine, elle est sociale. Et par conséquent, à partir du moment où elle est humaine et sociale, elle peut être repensée, elle peut être transformée. La dénaturalisation débouche assez logiquement sur des processus de réflexivité croissants. D'où un lien avec la notion d'incertitude, d'où un lien avec la notion de réflexivité, d'où un lien avec la notion de complexité qui a été évoquée ce matin également, parce qu'à partir du moment où il y a une dénaturalisation, eh bien, il y a une pluralité de positions possibles et il y a des débats incessants. Et à partir de là, la complexité de nos sociétés va aller croissant. Affaiblissement des cadres communautaires, bon, ça va, j'ai pas besoin d'expliciter, et des positions et appartenances reçues, c'est-à-dire, comme l'a bien souligné Éric Chiat, les sociétés traditionnelles, ce ne sont pas des sociétés de l'inégalité, ce sont des sociétés hiérarchisées. Ce sont des sociétés où les êtres appartiennent à des ensembles avec des positions bien définies. Et à partir du moment où les cadres communautaires sont fragilisés parce que leur ancrage dans la tradition ou la religion est lui-même fragilisé, eh bien, les positions d'acteurs ne vont plus de soi. C'est la perte des évidences, quant aux appartenances et aux positions reçues. Du coup, c'est toute une dynamique de mise en mouvement parce que la question des positions, la question des fonctions, la question des identités sont des questions qui deviennent centrales. Ce processus historique de longue durée, il a atteint nos sociétés à des rythmes évidemment très différents. Il a atteint d'abord les élites et puis il a atteint plus largement beaucoup plus de monde. C'est pour ça qu'on a bien raison de dire qu'il y a une rupture, un point d'inflexion essentiel dans la deuxième moitié du XXe siècle parce que ce processus-là, il s'accélère et il touche de plus en plus de monde. Ceci dit, je pense que c'est un processus qu'on peut voir comme un processus de longue durée. Affaiblissement des figures de la verticalité, il en a été question également ce matin. La question est très directement liée. On a parlé de l'autorité. La question de l'autorité, c'est pareil. L'autorité, c'est une figure de la verticalité qui ne peut aller de sens que dans la mesure où vous assumez que les positions sont relativement stabilisées dans un ensemble. Et à partir du moment où il y a ce processus de désacralisation, de dénaturalisation, etc., eh bien toutes les figures de la verticalité vont être touchées par ce mouvement de la réflexivité qui fait que ça ne va plus de soi. Et notamment, ça ne va plus de soi parce que les acteurs questionnent le rapport à ces verticalités. Donc c'est la remise en question des figures hiérarchiques, mais c'est aussi la remise en question de tout un ensemble de pouvoirs modernes qui avaient pu se mettre en place. Le pouvoir de l'État de l'administration, par exemple, sur les citoyens qui sont des assujettis, qui sont des administrés. Cette verticalité politique de l'administration publique, cette verticalité des élus par rapport aux citoyens lambda, etc. Pourquoi on parle aujourd'hui de démocratie participative? Pourquoi on parle de gouvernance? Pourquoi on emploie toutes ces notions-là? Ça correspond aussi à des transformations culturelles profondes qui vont dans le sens, je crois, de cet affaiblissement des figures de la verticalité lorsque ces figures de la verticalité s'imposent sans discussion. C'est qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus s'imposer sans discussion. Ce qui veut dire concrètement comme enjeu pour aujourd'hui, comment penser des formes de verticalité renouvelées, parce que c'est fondamental, la question de l'autorité reste une question fondamentale, la question des processus décisionnels, la question de la capacité de gouverner, toutes ces questions sont tout aussi fondamentales qu'hier, mais on ne peut plus les penser comme hier. Et c'est aussi sans doute l'une des raisons de la crise du politique dont on parle, la crise de la médiation entre les élus et les citoyens. Différenciation et pluralisation des univers sociaux, eh bien, à partir du moment où il y a dénaturalisation, où il y a désacralisation, il y a une pluralisation possible parce que les acteurs inventent
dans chaque domaine des manières propres de construire le domaine en question. On n'est plus dans une société complètement intégrée, notamment par la religion. Donc il va y avoir une différenciation des sphères d'activité. L'art va se différencier de la religion, l'économie va se différencier de la morale, etc. Les sphères d'activité se différencient, mais évidemment ce processus, il n'a pas de fin. On a souligné ce matin aussi la question aujourd'hui de la complexité liée à l'organisation. Dans les organisations, il y a une différenciation constante parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème nouveau qui surgit, on peut imaginer de mettre une compétence pour s'occuper de ce type de questions et éventuellement des qualifications de ces compétences, etc. Donc on peut mettre en place éventuellement un nouveau métier, une nouvelle profession ou un nouveau mode d'organisation. Et du coup, la différenciation, c'est un processus permanent de complexification par décomposition analytique et mise en place de régulations spécifiques, de professions spécifiques, autour de ces questions. Donc, ça veut dire que les sociétés deviennent de plus en plus hétérogènes. C'est une autre manière de dire ça. Il y a une pluralité des mondes sociaux dans lesquels nous évoluons. On peut penser évidemment aux loisirs. Il y a une multitude de loisirs, il y a une multitude de pratiques dans tous les domaines en fait. De sorte qu'il y a une moins grande homogénéité culturelle et du coup une plus grande difficulté à faire sens, à faire synthèse. Ce qui est une question essentielle. Alors, bon, je laisse tomber ça. Donc, je voudrais en venir à cette question de comment interpréter le temps présent. Je vais vous proposer très rapidement 3 schémas interprétatifs de l'époque et quelques enjeux. Schéma interprétatif, donc là je m'appuie sur une synthèse d'un ensemble d'auteurs. Premier schéma interprétatif, la société démocratique individualiste avancée. Ici, je dirais qu'il y a 2 volets. Il y a un volet qui met l'accent sur le régime politique, la démocratie comme régime, et deuxième volet, la démocratie comme valeur, comme imaginaire social, donc au sens plus de Tocqueville, comme pour faire suite avec ce matin. Donc l'idée de société démocratique individualiste avancée, ça veut dire d'une part la stabilisation du régime démocratique, la démocratie libérale comme forme politique qui se stabilise, et de l'autre côté un processus lié à ce qu'on appelle l'individualisme démocratique, c'est-à-dire la valorisation de l'individu, la valorisation du sujet humain comme citoyen, sa citoyenneté, donc sa définition comme citoyen, et puis plus largement l'idée d'égalité entre les hommes, etc. Ces 2 processus peuvent plus ou moins converger. Bien sûr, ils se développent de façon simultanée, mais ils peuvent plus ou moins converger, c'est-à-dire que bien sûr, le problème, c'est comment faire en sorte que le processus de l'individualisme ne se développe pas au détriment, je dirais, du civisme et donc de la question du faire politiquement démocratie. Donc, il n'y a pas d'évidence à articuler les 2 sous cette forme-là, parce que l'individualisme démocratique peut aller de pair avec le repli sur la sphère privée, le désintérêt pour les questions publiques, le désintérêt pour les débats publics, pour les enjeux publics, etc. Ceci dit, comme ça a été bien souligné par Benjamin Constant, c'est une des différences essentielles entre la démocratie moderne et la démocratie ancienne, c'est justement cette possibilité de se désengager des affaires publiques. On n'est pas forcément un citoyen qui doit constamment être impliqué dans les débats publics. Mais ça soulève la question quand même de comment ne pas être simplement, comme on l'a dit aussi ce matin, un ayant droit, et comment on pose la question des responsabilités, de l'interpellation du citoyen. Alors, je laisse ce premier axe parce que je pense que Jean-Claude Kaufmann va le développer, enfin pas sous cette forme-là, mais le thème de l'individualisation et de l'individualisme, il va le développer. Donc, je ne vais pas insister davantage, d'autant que c'est un thème relativement, je pense, qui va relativement de soi en partie. Je voudrais développer un peu plus le thème de la société réflexive avancée, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je vais employer le terme réflexif en un sens avec un peu un jeu de mots, en m'appuyant sur un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck et qui a écrit un livre assez fameux aujourd'hui qui s'appelle La société du risque. Et dans ce livre, il développe une thèse assez forte sur la notion de modernité avancée, sur la notion de deuxième modernité. Sa thèse, c'est de dire nous sommes aujourd'hui dans une réflexivité des dynamiques de modernisation parce que nous ne pouvons plus ignorer les conséquences de nos activités sur nous-mêmes. Évidemment, le domaine dans lequel il a le plus développé ça, c'est les catastrophes environnementales. Nous ne pouvons plus ignorer les effets de l'activité industrielle, économique, technologique sur la société. Pendant très longtemps, on pouvait construire des usines et balancer tout dans la nature et ne pas s'en préoccuper. Mais à partir d'un certain seuil de développement économique et industriel,
et technologique, eh bien, les conséquences de l'action humaine font retour sur l'action humaine. C'est ce qu'il appelle la réflexivité. On pourrait traduire ça, on pourrait dire, c'est un synonyme ici de feedback, hein, c'est cette idée du feedback finalement. Mais c'est très intéressant parce qu'il nous dit cette réflexivité des processus de modernisation nous oblige à prendre conscience des effets de nos activités et nous oblige à réagir d'une certaine façon. Mais évidemment, un des domaines, un des exemples les plus évidents aujourd'hui et qu'il n'avait pas pris parce que ce n'était pas aussi massif que ça l'est aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est un exemple paradigmatique de ce qu'il appelle la réflexivité. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous montre aussi que réflexivité ici, ça ne veut pas du tout dire accroissement de réflexion et de capacité de maîtrise. Ça veut au contraire dire des choses qui ont tendance à nous échapper, mais qui font retour sur nous-mêmes. Et bien sûr, pour Beck, l'enjeu, c'est de développer ce qu'il appelle des lumières écologiques, c'est-à-dire une réflexivité, cette fois-ci politique, sur ces questions, sur notamment la science et la technique, et sur toutes les conséquences de cela. Alors il a élargi aussi à toute la question des controverses, et évidemment je pourrais évoquer ici l'affaire du sang contaminé. Donc toutes ces questions qui touchent aux technologies, à l'usage des technologies et à des processus qui se mettent en branle collectivement, les OGM, etc., qui génèrent des effets imprévus, des effets incertains, des effets controversés, qui génèrent des risques, qui génèrent des incertitudes. Et ce que soulignent plusieurs sociologues, c'est que contrairement à la vision qu'on pouvait avoir de la science au XVIIIe siècle, la science aujourd'hui se développe et ne débouche pas sur davantage de maîtrise et de certitude, mais souvent sur davantage d'incertitude et de risques. Et donc le couple science-maîtrise ou science-certitude est remis en question. C'est l'une des conditions dans lesquelles nous sommes, ce qui génère aussi du débat public de façon croissante. Deuxième manière de penser la notion de réflexivité, cette fois-ci je m'appuie sur un autre sociologue, qui est le sociologue britannique Anthony Giddens, qui a développé deux idées sur ce thème. Premièrement, le thème de la réflexivité individuelle. Il dit nos vies sont de plus en plus réflexives parce que nous sommes de plus en plus pris dans la construction d'un projet de nous-mêmes à travers un récit biographique sur nous-mêmes. Donc nous nous racontons, nous nous construisons en nous racontant parce que justement nous ne pouvons plus nous appuyer sur des modèles culturels hérités, nous devons construire qui nous sommes. Et cela va de pair avec des formes de réflexivité, mais pas seulement. Il le souligne également, la face sombre de la réflexivité, c'est l'addiction, c'est la routine. Enfin, la routine, ce n'est pas une face très sombre, mais l'addiction peut être une face sombre, ou encore l'engagement dans des identités fermées de type sectaire, de type communautaire, etc. Donc là, il y a un processus de réflexivité qui est lié à tout ce que je disais tout à l'heure, la détraditionnalisation, la dénaturalisation de nos identités, de nos modes, de nos façons d'être. Le troisième sens, qui vient toujours de Giddens, c'est ce qu'il appelle la réflexivité institutionnelle. La réflexivité institutionnelle, c'est cette idée que le savoir est réinjecté en permanence, aujourd'hui, de façon routinière, dans nos sociétés. Et que par conséquent, nous sommes des sociétés dans lesquelles il y a un rapport réflexif dans les organisations, dans les institutions, parce que constamment, nous réinjectons les produits de la recherche, par exemple, des informations à n'en plus finir. Et cela donc débouche sur des formes de réflexivité et là encore, je dirais, de complexité croissante, puisque nous sommes assaillis d'informations et qu'il faut faire le tri là-dedans. Je voudrais faire un lien entre cette notion de réflexivité institutionnelle et un processus un mouvement qui a touché l'administration publique. C'est le mouvement qu'on associe à la remise en question de l'équivalence, de l'équation entre administration publique et intérêt général, qui a abouti à la mise en œuvre de processus d'évaluation, de la montée en puissance des thèmes de la gestion, de la qualité, de toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a une réflexivité ici qui s'est passée au niveau de la collectivité et qui consistait à dire l'administration publique, c'est plus justement une figure de la verticalité qui va de soi, c'est plus tout ce qui vient de l'administration publique, peu importe, il suffit que ça soit quelqu'un qui est porteur de l'administration publique, elle peut elle-même être légitimée sur d'autres bases qu'une légitimation purement interne par le fait que c'est la puissance publique. Et qu'il y a donc d'autres formes de légitimation possibles qui vont passer par des procédures d'évaluation, par des procédures de réflexion sur l'efficacité, sur la qualité, sur la productivité.
Et je pense que c'est très important de ne pas mélanger ce mouvement-là avec le mouvement de gestion contrainte, je dirais, de réduction des coûts en tout genre, parce que je pense que ce sont deux choses qui se sont peut-être télescopées au plan temporel, mais qui sont assez distinctes. Je crois que ça revient bien à la notion de réflexivité. La réflexivité d'une institution sur elle-même, la mise en question de tous ces processus, de tous ces modes d'organisation, une capacité de s'interroger sur soi-même, de se donner des indicateurs, etc. Je pense que ce mouvement est profond et il y a là effectivement quelque chose qui va dans le sens de la réflexivité. Maintenant, je voudrais souligner que la notion de réflexivité, ce n'est pas forcément toujours quelque chose qui va dans le sens d'une synthèse, d'une capacité de synthèse, d'une capacité de mieux maîtriser, etc. Parce que la réflexivité, elle est partagée par plein de monde et que chacun finalement s'autonomise un peu comme un centre de décision qui pense tous les autres comme un environnement. Et que la réflexivité, elle peut aller dans un sens stratégique, dans le sens des intérêts particuliers, tout autant que dans le sens d'une synthèse raisonnable. Donc, il faut distinguer, je crois, la réflexivité croissante comme processus, comme description de processus, et puis la réflexivité en un sens plus fort, qui serait un sens politique, synthétique, éthique, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse, à travers une réflexivité, par exemple, par des informations, par des procédures, qu'on puisse, à partir de là, proposer des synthèses, proposer des orientations collectives qui fassent sens pour une pluralité d'acteurs et qui puissent intégrer une pluralité d'acteurs. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, la réflexivité est très forte, mais la réflexivité peut être à caractère stratégique tout autant qu'à caractère humaniste, pour simplifier. Dernière manière de lire la société contemporaine, donc société technologique, technocratique ou capitaliste avancée, je vais pas développer, mais je voudrais dire que ça rejoint un peu les thèmes de l'emballement qui ont été développés ce matin ou du débordement. C'est-à-dire que il y a plusieurs lectures possibles de notre époque, mais une des lectures possibles, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Elles nous échappent parce que nous sommes pris dans un mouvement de fuite en avant, de fuite en avant qui n'est pas forcément contrôlé, qui n'est pas forcément maîtrisé. Mouvement de fuite en avant qui peut être lié à la fascination technologique ou qui peut être lié à des rapports sociaux. Parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière tous ces processus que nous appelons modernes, il y a des rapports sociaux. Et donc il y a des acteurs qui privilégient des orientations. Il y a des acteurs qui peuvent privilégier des orientations qui vont dans le sens de la marchandisation croissante de tout. Il y a des acteurs qui peuvent privilégier des orientations qui vont dans le sens de la logique de puissance et qui, du coup, n'ont rien à voir, n'ont pas grand-chose à voir avec des orientations démocratiques. Et il ne faut pas ignorer tout ça. Moi, qu'on appelle ça hyper moderne, j'avoue que ça me séduit pas. Je pense que le terme là, il veut pas dire grand chose parce que ces développements-là, pour moi, ils sont pas particulièrement modernes et ils sont pas particulièrement post ou hyper modernes. Ils sont des développements contemporains avec lesquels nous devons compter et travailler. Ce que je veux souligner à travers ces trois schémas interprétatifs, c'est qu'il me semble important de pas avoir une vision systématique de la modernité ou de l'époque, en voulant à tout prix avoir une seule grille de lecture. Il y a plusieurs orientations contradictoires dans notre époque, et on ne peut pas faire comme s'il y avait des orientations qui allaient toutes dans le même sens, comme si nous devions à tout prix considérer qu'il y a un grand bloc qu'il faut absolument expliquer tout. Non, il y a des orientations plurielles, contradictoires, qui renvoient à des positions d'acteurs, à des enjeux, à des intérêts d'acteurs, à des rapports de domination, et par conséquent, c'est important parce que justement, ça nous montre que là, il n'y a pas quelque chose qui serait la modernité comme un processus historique sans acteurs. Il y a en fait des questions d'acteurs. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de savoir comment nous allons nous positionner par rapport à des orientations plurielles. Voilà, je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai débordé un peu. Je voudrais simplement en terminant donc comme conclusion souligner que ce qui me paraît important, c'est de développer une approche non moderniste du temps présent, c'est-à-dire une approche qui soit dégagée de toute illusion évolutionniste, de toute illusion rationaliste, et qui pour autant prennent acte de ce processus de cristallisation historique qui est le nôtre et prennent acte de ces valeurs qui ont sédimenté dans notre univers de civilisation et qui sont associées en partie à des valeurs humanistes, à des valeurs que nous chérissons encore aujourd'hui et que par conséquent, pour moi c'est important de ne pas tomber dans le relativisme consistant à dire toutes les sociétés se valent, tous les développements se valent, mais c'est en même temps important de ne plus considérer comme allant de soi que nous sommes un modèle ou que notre société serait un modèle en tout genre. C'est pour ça que j'appelle ça une approche non moderniste, c'est-à-dire ça rejoint un peu cette idée de lecture optimiste mais inquiète du temps présent qui a été développée ce matin.
Je vous remercie.